vais commencer des cours en microéconomie et mon premier cours va être sur le comportement du consommateur. Bienvenue dans ma chaîne, je m'appelle El Kader, je suis professeur de sciences économiques et de gestion et ça me fait plaisir de partager avec vous mes connaissances. En retour, je ne vous demande qu'un petit geste de votre part pour aider cette chaîne à grandir. Cliquez simplement sur l'un de ces deux pouces. Si vous aimez bien mon cours, cliquez ici, sinon cliquez sur l'autre. Voilà, non, sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre. Bon, ce n'est pas grave, problème technique. Merci d'avance. La microéconomie, c'est une partie très mathématisée des matières de sciences économiques. Pour cela, on part des hypothèses. On part des hypothèses ou bien des axiomes. Un axiome, c'est quelque chose qu'on accepte comme vrai, mais on n'a pas besoin de démontrer. Alors aujourd'hui, on va voir les axiomes de la rationalité du consommateur. Un consommateur rationnel, c'est celui qui va respecter ces axiomes qu'on va voir. Tout d'abord, un consommateur veut acheter beaucoup de choses. Il n'a pas de limite à ce qu'il veut acheter. On peut citer des exemples. Une voiture, ou bien 2, 3 voitures, des motos, des villas, voyager partout, etc., etc. Et tout ça, on n'a pas besoin de démontrer, même si je prends l'exemple de quelqu'un qui est très très riche. Je vais prendre l'exemple de Jeff Bezos et Elon Musk. Ces deux fortunés les plus riches au monde, ils peuvent acheter tout ça, ils peuvent s'offrir tout ce qui existe sur la planète Terre. Eh bien, la nature humaine veut qu'on cherche toujours plus. Actuellement, ils ont des rêves d'aller voyager vers d'autres planètes comme Mars. Ça, c'est le premier axiome, c'est la maximisation. Un consommateur, naturellement, veut toujours plus. Ça, c'est le principe de maximisation. Mais comme vous le savez, il y a quelque chose qui va limiter ces achats, c'est le budget. Et là, on est en présence d'un deuxième axiome, c'est la contrainte budgétaire. Le consommateur veut bien acheter tout ça, mais le budget va intervenir pour limiter les possibilités d'achat. Et puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on veut acheter et que le budget est limité, on doit faire des sélections. On doit sélectionner des combinaisons de biens qui peuvent rentrer dans notre budget. Et là, on parle d'un troisième axiome, c'est l'axiome d'arbitrage. Une fois que le consommateur précise ou bien sélectionne un certain nombre de combinaisons qui rentrent dans le budget, qui peuvent être achetées par le budget, eh bien, il doit faire des choix, il doit faire des préférences, il doit être capable de classer ces sélections, ces combinaisons de biens par ordre décroissant de préférence. Et là, on parle d'un quatrième axiome, c'est l'axiome de préférence. Et dans cet axiome, on doit préciser qu'un consommateur rationnel préfère toujours plus à moins. Si on fait choisir un consommateur rationnel entre 2 voitures et une voiture, il doit toujours choisir 2 voitures. Voilà un peu les 4 axiomes sur lesquels on va se baser pour tout ce qui va suivre par après en microéconomie. Toujours dans le cadre du cours de microéconomie, on va avancer un petit peu aujourd'hui et on va voir la contrainte du budget. On va voir comment on peut représenter graphiquement la contrainte budgétaire. Pour cela, on va prendre un exemple très simple. Vous avez par exemple un consommateur qui dispose d'un budget de 150 € et que ce consommateur a le choix entre 2 biens, 2 produits. Donc ce budget va être consacré à l'achat de 2 biens. Le premier bien, on va l'appeler Y. Vous pouvez penser à un bien particulier, je ne sais pas quoi, un voyage, aller au cinéma, etc. Donc vous avez 2 biens. Un premier bien qu'on va appeler Y, qui coûte 15 € la pièce, et un deuxième bien, un deuxième produit qui coûte 10 €. Et le consommateur veut acheter ces 2 biens et doit former une certaine combinaison de ces 2 biens. Alors, pour représenter graphiquement la contrainte budgétaire, c'est très simple. On doit trouver 2 points parce qu'on sait très bien que c'est une droite et on va expliquer pourquoi après.
Donc on doit trouver 2 points dans le graphique. Et sur le graphique, on va représenter sur l'axe des abscisses le produit X. Donc c'est les quantités de biens X qu'on peut acheter. Et sur l'axe des ordonnées, on va représenter les quantités de biens Y que le consommateur peut acheter. Eh bien, pour trouver 2 points, c'est simple. Imaginons que le consommateur va consacrer tout le budget pour acheter le bien X. Combien de biens X peut acheter avec 150 euros, sachant que X égale 10 euros. C'est simple, 150 divisé par 10, ça va faire 15. Donc on a un premier point. Donc si le consommateur n'achète que X, il va se trouver sur la ligne, sur l'axe des abscisses au point 15. Si par contre, donc on a un premier point, si par contre le consommateur va consacrer la totalité du budget pour l'achat du bien Y, combien de bien Y va acheter, sachant que Y égale 15 euros et le budget est de 150 euros. Le même raisonnement, on fait 150 euros divisé par 15, ça va faire 10, donc on a un deuxième point. Et si on rejoint ces 2 points, on a notre contrainte budgétaire. Voilà notre droite de budget. Il faut comprendre que tous les points qui se trouvent sur cette droite, c'est des combinaisons de biens Y et X possibles. C'est des combinaisons possibles d'achat. Par exemple, le consommateur peut décider de choisir 10 unités de X et 5 unités de Y, ou bien 5 unités de X et à peu près 6,6 unités de Y. Donc tous les points qui se trouvent sur la droite représentent des combinaisons possibles. On peut faire quelques réflexions sur cette droite. Par exemple, si le budget du consommateur augmente, n'est plus 150 mais 200 euros par exemple ou 300 euros, qu'est-ce qui va se passer au niveau de cette droite? Eh bien, tout simplement, les deux extrêmes vont changer. Donc le consommateur va avoir une droite décalée vers le haut. Donc on va déplacer sa droite dans ce sens-là. Alors, à l'inverse, si le budget, par exemple, du consommateur se réduit vers 100 euros ou 50 euros, eh bien, cette droite va se décaler vers le bas, va se décaler en parallèle vers le bas. Maintenant, si, par exemple, le prix d'un bien a changé, si par exemple le prix de Y est de 10 ou 5 au lieu de 15, eh bien ce qui va se passer, sachant que tous les autres paramètres restent inchangés, restent intacts, ce qui va se passer, c'est que le consommateur, puisque le prix a baissé, il peut acheter beaucoup plus de Y s'il choisit d'acheter que Y. Donc cette droite va se glisser de cette manière-là. Au contraire, si le prix de Y augmente, eh bien, le consommateur va acheter moins de Y. Donc, cette droite va se glisser de cette manière-là. La même chose, on peut faire la même réflexion pour le bien X. Si le prix diminue, alors la droite va se glisser dans ce sens. Au contraire, si le prix de X augmente, eh bien, cette droite va se décaler ou bien ça va se glisser dans ce sens-là. Voilà, ça c'est juste quelques exercices pour voir l'impact de ces choses-là sur la droite. Toujours dans le cadre du cours de microéconomie, on avait un exemple et on reste toujours avec cet exemple. Vous avez deux biens, un bien qui coûte 15 euros et un autre bien qui coûte 10 euros. Avec un budget de 150 euros, donc le consommateur va faire des choix pour dépenser ces 150 euros et avoir des combinaisons de biens de X et Y qui vont maximiser la satisfaction du consommateur. Et donc la dernière fois, sur base de cet exemple, on a tracé la droite budgétaire. Eh bien, cette droite du budget,
est décroissante, comment on peut justifier sans passer par des maths que cette droite doit être décroissante? Eh bien, imaginez que les 200 € représentent une boîte ici, que je vous trace ici. Alors, la question de cette décroissance est liée au fait que quand on réduit la consommation d'un bien, on doit forcément augmenter la consommation d'un autre pour respecter la même dépense. Si on réduit la consommation d'un bien, on doit forcément augmenter la consommation d'un autre. Ou bien à l'inverse, l'augmentation de la consommation d'un bien doit avoir forcément l'impact sur la diminution de la consommation de l'autre bien. Vous voyez cette boîte, si on augmente par exemple ici la consommation de Y, on va avoir une diminution forcément de X pour avoir la même surface qui représente 200 €. Et à l'inverse, si on réduit la consommation de Y et qu'on doit forcément augmenter la consommation de X pour rester avec la même surface de 200 €. On va voir maintenant d'un point de vue mathématique comment on peut trouver cette droite de budget. Vous avez un budget de 150 € et ce budget doit être dépensé totalement en achetant X et Y. Alors, on va acheter une certaine quantité de X qui coûte 10 €. Donc on doit acheter 10 € fois la quantité de X, c'est X, plus 15 € fois la quantité de Y. Alors ça va être Y égale moins 10 sur 15 X plus 150 sur 15. Ou bien Y égale moins 10 sur 15 X plus 10. Voilà, et vous voyez bien que cette droite, c'est sous forme de Y égale AX plus B. Et le A, dans notre cas, c'est moins 10 sur 15. On verra plus tard que ce moins 10 sur 15 a une signification. Ça correspond au coût d'opportunité de renoncer à un bien pour consommer un autre bien. Ça, on verra dans d'autres vidéos plus tard. Et donc là, on obtient notre droite en termes mathématiques. Pour tracer la droite, il faut trouver au moins 2 points. Si on donne par exemple à x0, on voit que y égale 10. Et si on donne à y0, on aura 10x sur 15 égale 10, donc x égale 15. Donc on obtient 2 points, donc 0, 10 et 15, 0, ce qui permet de tracer notre droite qui va passer sur ces 2 points. Dans ce troisième cours en microéconomie, on va parler davantage de la contrainte budgétaire parce que c'est très important de la comprendre. Alors, vous avez cette contrainte qu'on a tracée dans les cours précédents, vous pouvez les revoir. Alors, cette contrainte budgétaire, il faut comprendre que tous les points qui se trouvent en dehors de cette contrainte, plus loin, sont des points que le consommateur ne peut pas acheter, sont des points très très chers, des combinaisons de biens très chers. Alors, si on prend l'exemple de... On va prendre n'importe. On va prendre celui-là, par exemple, 15. Est-ce que notre consommateur peut acheter 15 unités de Y, du bien Y? Y, pensez que c'est aller au cinéma, par exemple. Alors, est-ce que notre consommateur peut s'offrir 15 tickets de cinéma? Il ne peut pas parce que 15, ça va lui coûter plus que 150 €. 15 fois 15, ça fait plus que 150 €. Est-ce que, par exemple, si je prends un autre point, ici le point qui correspond à 10 unités de Y et 10 unités de X, est-ce que le consommateur peut acheter cette combinaison 10 fois Y et 10 fois X? Eh bien, il ne peut pas parce que ça dépasse le budget. Ça dépasse le budget. Si on calcule, 10 fois 10, ça fait 100 € ici. Et 10 fois 15 €, ça fait 150. Et le consommateur ne dispose que de 150 € comme budget.
Donc, en règle générale, tout ce qui se trouve dans cet espace-là dépasse les capacités budgétaires, la contrainte budgétaire du consommateur. Et tout ce qui est en dessous de cette droite, le consommateur peut l'acheter. On peut prendre l'exemple de 5 unités de X et 5 unités de Y. C'est tout à fait possible pour le consommateur et ça va lui coûter 5 fois 10 et 5 fois 15. Ça fait moins que 100, ça fait moins que 150 euros. Donc tout ce qui se trouve dans cette zone-là rentre dans les capacités d'achat de notre consommateur. Ça, c'est la première chose à savoir. Et puis la deuxième chose, c'est que si on fait choisir par exemple notre consommateur entre 5 unités de X et 5 unités de Y, ou bien 10 unités de X et 5 unités de Y, qui restent toujours dans les capacités budgétaires de notre consommateur, eh bien le consommateur doit choisir la combinaison de 10X et 5Y. Pourquoi? Parce que le consommateur est rationnel, c'est-à-dire qu'il respecte les axiomes dont on a parlé dans la première vidéo, et parmi lesquels il y a la maximisation. Le consommateur, son objectif, c'est de chercher à maximiser sa satisfaction en respectant sa contrainte budgétaire. C'est ça le but de notre consommateur, c'est d'avoir le maximum de satisfaction possible en dépensant son budget. Toujours dans le cadre du cours de microéconomie, aujourd'hui j'aimerais bien vous parler de la courbe d'indifférence. Pour bien comprendre la courbe d'indifférence, on va partir de quelques exemples très simples et très pratiques. Rappelez-vous de notre graphique X, Y. Alors, pour simplifier et pour donner quelque chose de plus concret, on va remplacer les Y et X par des biens que vous connaissez déjà. On va dire par exemple que X, c'est des bananes, et l'axe, ça représente les quantités, des kilogrammes par exemple, 1 kg, 2 kg, 3 kg, etc. Et Y, c'est des pommes. Et là également, vous avez 1 kg, 2 kg, etc. Et on va imaginer que notre consommateur aime bien les deux biens, aime bien acheter ces deux produits. On va prendre un point n'importe. A, qu'on va nommer A. A qui correspond par exemple à 2 kg de bananes et 3 kg de pommes. Alors si on propose par exemple à notre consommateur une autre combinaison qui se trouve dans cet endroit-là, on va mettre par exemple une autre combinaison B qui se compose de 3 kg de bananes et 4 kg de pommes. À votre avis, laquelle notre consommateur rationnel va choisir? Eh bien, notre consommateur va choisir bien évidemment celle qui lui donne plus de satisfaction, qui est B. Parce que B, on a 1 kg de plus de bananes et 1 kg de plus de pommes par rapport à la combinaison de A. Donc forcément, le consommateur va choisir B. Si on fait choisir notre consommateur entre ce point-là, donc qu'on va nommer C, qui se compose de 3 kg de bananes et 3 kg de pommes. Alors, au niveau des pommes, ça ne change rien par rapport à A, mais au niveau des bananes, on a 1 kg de plus. Bien évidemment, notre consommateur va choisir le C. Si on prend un autre point qui se trouve sur cette ligne, par exemple, 4 kg de pommes et 2 kg de bananes. Notre consommateur va bien évidemment choisir, on va nommer D ici, va choisir la combinaison D que A. Pourquoi? Parce que cela respecte le principe de maximisation, le maximum de satisfaction possible. Alors, par contre, si on se trouve dans cette zone-là, on va prendre n'importe quel point dans cette zone-là, on va se trouver avec une combinaison qui a moins
de biens que la combinaison a. On va prendre par exemple ce point-là, 2 kg de pommes et 1 kg de bananes. Eh bien, on a moins de bananes et on a moins de pommes. Le consommateur va choisir bien évidemment le A. Alors, en règle générale, dans cette zone qui dépasse le A, donc qui se trouve ici, on préfère toujours ces combinaisons à A. Et dans cette zone en dessous, on préfère la combinaison A à toutes les combinaisons qui se trouvent ici, dans cette zone-là. Il reste la question de savoir ce que le consommateur va choisir si on prend une autre combinaison qui se trouve dans ces lieux-là, dans ces deux coins. On va prendre l'exemple de E qui se compose de 3 kg de bananes et 2 kg de pommes. Alors, est-ce que le consommateur va préférer le A qui se compose de 2 kg de bananes et 3 kg de pommes, ou bien le E qui se compose de 3 kg de bananes et 2 kg de pommes? La réponse n'est pas évidente et ça va dépendre de chaque consommateur, de la préférence de chaque consommateur, parce que ici, on a quand même 1 kg de plus de bananes, mais 1 kg de moins de pommes par rapport à A. Donc, le consommateur, il peut être indifférent de diminuer par exemple sa consommation de pommes d'1 kg et d'augmenter sa consommation de bananes d'1 kg aussi. Alors, tous les points qui se trouvent dans cette zone-là, on a deux choses. On a la réduction de la consommation d'un bien, mais on a aussi l'augmentation de la consommation de l'autre bien. Et dans ce cas-là, on ne peut pas être catégorique par rapport à la préférence du consommateur. Chaque consommateur aura ses propres préférences. On peut avoir plusieurs points qui se trouvent dans cette zone-là et dans cette zone-là qui procurent à notre consommateur le même degré de satisfaction. C'est-à-dire que le consommateur est indifférent à choisir le A ou bien un autre point qui se trouve dans cette zone-là, mais pas tous les points. Alors, comment on peut identifier ces points qui vont former ce qu'on appelle la courbe d'indifférence? La courbe d'indifférence, c'est bien ce qui va regrouper toutes les combinaisons, tous les points où le consommateur est indifférent à choisir telle ou telle autre combinaison sur la courbe d'indifférence. Et une fois qu'on trace cette courbe d'indifférence, tout ce qui se trouve au-dessus de cette courbe représente des combinaisons qui procurent plus de satisfaction au consommateur que ce qui se trouve en dessous de la courbe d'indifférence. Je vais m'arrêter là pour le moment et la prochaine fois, je vais vous expliquer comment on peut choisir les points qui se trouvent sur cette courbe d'indifférence. Merci d'avoir suivi ce cours et à très bientôt.